Beaucoup d'actualités cette semaine, donc je me permets de faire une deuxième vidéo actu, car en ce moment aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le CinemaCon, c'est tous les gros studios américains qui viennent et présentent plein de projets, des bandes annonces, des informations, et il faut parler de tout ça. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités cinéma, séries, un petit peu jeux vidéo de la semaine. On commence avec l'annonce du film Call of Duty. Alors on sait qu'un film Call of Duty est prévu depuis un moment. C'est Peter Berg qui réalise et c'est Taylor Sheridan qui coécrit. Donc c'est des gens talentueux, en tout cas en termes de mise en scène, en termes de scénario, ils peuvent faire un bon travail. Mais on a une date de sortie maintenant, c'est pour juin 2028. On ne sait pas ça va parler de quoi, de quelle époque, on verra bien. Mais vu le talent derrière, alors c'est pas non plus des génies, je trouve, mais ils peuvent faire un film vraiment efficace et je suis curieux de voir ça. Je pense que c'est un film qui arrive, je sais pas, 10-15 ans trop tard. Hein. La grosse hype Call of Duty de l'époque, même si c'est encore des jeux extrêmement vendus, genre le jeu le plus vendu chaque année entre ça, un Battlefield, un Hogwarts Legacy, ce genre de truc, un FIFA évidemment. Il y a encore une hype évidente. Hein. Attention, je dis juste que je pense qu'il y a 10 ans, à l'époque, Black Ops, Modern Warfare, où c'était vraiment le pic de la licence en termes de hype, j'ai l'impression, ça aurait cartonné. Mais ça va cartonner quand même. Encore une fois, la question qu'il faut se poser, c'est quoi la différence entre un Call of Duty et un film de guerre classique? Il y a des adaptations de jeux vidéo que je capte pas trop. Il y a un moment, c'est juste une licence de guerre. Alors oui, il y a un lore, il y a une histoire et tout, d'accord, mais c'est comme faire un film Red Dead. Red Dead, oui, il y a une histoire et tout, d'accord, mais je veux dire, ça reste un western. Il y a des jeux, je peux comprendre qu'on les adapte, genre un Street Fighter dont on va parler après, c'est un peu plus différent, entre guillemets. Alors encore une fois, ça peut être bien, je pense que c'est des gens talentueux, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec le projet tout de même. C'est confirmé, World War Z aura une suite, c'est bon, c'est officiel. Alors on ne sait pas si Brad Pitt sera de retour, on ne sait pas si David Fincher sera de retour, parce qu'à la base, rappelez-vous, World War Z 2, c'était David Fincher qui devait le réaliser. On sait rien de tout ça, on sait juste qu'une suite est bel et bien prévue, et ça peut être sympa. Des films de zombies avec des zombies à grande échelle comme ça, qui deviennent limite des montagnes, entre guillemets, ça peut être vraiment intéressant, et je pense qu'ils pourraient refaire le film en bien. C'est possible, parce que World War Z 1, c'est assez bancal, c'est pas terrible, et je pense qu'ils ont une opportunité pour faire quelque chose de plus intéressant. La Paramount a annoncé de nouveau qu'ils vont garder les films en salle pendant 45 jours minimum. Ensuite, ils vont attendre 90 jours pour une sortie streaming. Voilà, les Américains sont en train de réinventer la chronologie des médias, ce qui est assez rigolo. Mais en tout cas, c'est la règle qui se sont instaurées, surtout avec le rachat de la Warner. Ils veulent sortir 30 films par an minimum en salle. Est-ce que c'est possible? On verra, parce que 30 films d'une boîte, c'est énormissime, mine de rien. Mais je trouve que c'est une bonne idée. 45 jours en salle aux États-Unis minimum, 90 jours après pour le streaming. Je pense que c'est un bon équilibre pour motiver les gens à aller en salle et pour pas non plus faire trop chier à attendre des mois et des mois pour une sortie en VOD, quoi. Ça va être vraiment sympa, et je pense qu'ils vont vraiment créer un truc qui peut fonctionner. À voir, hein, je suis pas là à féliciter la Paramount, parce que ça reste une entreprise très problématique, mais en termes de cinéma, par rapport à ça, c'est plutôt cool. Je parlais de Street Fighter, car la bande-annonce a été révélée, la première bande-annonce complète de plus de 2 minutes, et honnêtement, je suis pas un énorme fan de Street Fighter, j'ai plus été team Mortal Kombat en termes de jeux vidéo, mais ça a l'air marrant, ça a l'air plutôt fun, ça a l'air coloré. Il y a une tentative, je pense, de faire quelque chose d'assez unique pour les adaptations de jeux vidéo, un truc à la fois assumé, un truc qui a un peu un travail de photographie, avec des acteurs qui se donnent à fond, qui en font des caisses. Ça a l'air rigolo, c'est ça le truc, ça a l'air vraiment assumé. Ils ont l'air de se marrer en faisant le film, donc je pense que ça peut être vraiment une bonne adaptation, en tout cas une bonne œuvre, fun à regarder. Je m'attends pas à avoir un chef-d'œuvre, mais je m'attends à être plutôt diverti, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que j'ai des attentes assez, non pas élevées, mais je suis intrigué, disons, par ce projet, cette bande-annonce qui m'a un petit peu convaincu. C'est comme un peu la bande-annonce de Fucker in Law, je sais plus comment ça s'appelle en français, c'est Mes beaux-parents, ce genre de truc. Bref, en tout cas, c'est des films que je trouve ok sans plus. Ils jouent sur la hype de De Niro en tant que mafieux, du coup, voilà, ils font passer ce père de famille, grand-père de famille, pour une sorte de mafieux avec l'héritage culturel qu'il a instauré. Là, c'est Ariana Grande qui est dans le film, Ben Stiller de retour évidemment. Ça a l'air mignon, ça a l'air sympathique, je suis pas fan de comédie de manière générale, mais ça a pas l'air d'être une catastrophe du tout. Et je pense qu'il y a plein de gens qui aiment cette saga, qui vont se retrouver clairement avec cette bande-annonce. Nous avons aussi le premier teaser de Spaceballs, The New Movie. Je crois qu'en français, c'est la folle aventure de l'espace. Et ils ont changé le titre. À la base, ça devait s'appeler Spaceballs 2, The Search for More Money. En tout cas, c'est comme ça que c'est dit à la fin du premier film. Hein. Je sais plus si c'est à la fin. En tout cas, c'est dit dans le premier film. Mais là, ils l'ont appelé The New One. Et c'est Mel Brooks, du haut de ses 90 ans, qui l'explique dans un court teaser pourquoi ils l'ont appelé comme ça. Juste parce que c'était logique. The New One. Pourquoi pas? Apparemment, il y a plein de blagues sur la nouvelle trilogie Star Wars, sur Dune, sur Avatar, ce genre de choses. Donc, ça peut être divertissant, ça peut être sympa. Et je pense qu'il y a tellement de choses qui ont évolué dans le monde de la science-fiction en 40 ans, déjà, non, plus 50 ans, j'ai l'impression. Ça date, Spaceball, ouais, c'est après Star Wars, donc 40 et quelques années.
je pense qu'il y a matière à faire, et le retour de Mel Brooks, par exemple, ça peut être assez rigolo aussi, même s'il est très âgé, je pense qu'avec le montage, avec sa performance, il peut faire un truc vraiment sympathique. Godzilla Minus Zero, pardon, parce que c'est que Minus One c'est le précédent, Minus Zero s'est montré enfin avec une sorte de mini teaser, et ouais, franchement, ça envoie, ça donne grave envie de le voir. C'est le premier film de l'histoire du Japon à être tourné en live action et en IMAX, et donc ça donne forcément envie. Mais ouais, franchement, là, la bande-annonce, où moi, je suis tout nu déjà, quoi. Je veux dire, avec le Godzilla gigantesque, t'as l'impression qu'il y a un deuxième Godzilla. Ça va se passer aussi aux États-Unis, à New York, et en même temps au Japon. Apparemment, l'histoire, c'est que les Américains, ils ont pas arrêté de larguer des bombes nucléaires, et ça crée un Godzilla encore plus vénère, parce que c'est ça l'allégorie de Godzilla depuis toujours, c'est la bombe nucléaire. Et s'il y a vraiment deux Godzilla, comme on a l'impression de voir dans la bande-annonce, s'il y a vraiment ce côté post-Seconde Guerre mondiale, c'est quelques années plus tard, je crois que c'est 2 ans après, ils ont dit, et en même temps le truc côté américain, impérialiste et tout, parce que le Japon, après la Seconde Guerre mondiale, c'était non pas possédé par les Américains, mais il y avait un fort contrôle du Japon par les Américains. Je pense que ça peut être très très intéressant, et un Japonais qui prend enfin Godzilla et qui le fout à New York, là, ces dernières années, parce que depuis que c'est les Américains qui ont pris Godzilla en 98, les Américains, ils ont fait beaucoup de Godzilla aux États-Unis, mais là, c'est un Japonais réalisateur qui va prendre Godzilla, qui va dire, vous savez quoi les Américains, c'est votre tour, vous allez suivre. Je pense pas qu'il y ait de films Godzilla japonais depuis 98 qui se soient passés aux États-Unis. Je crois que je les ai tous vus, même si ceux qui étaient pas très bien, depuis. Alors les bons, c'était Minus One et évidemment Shin Godzilla, qui était incroyable, mais ça se passe à Tokyo, quoi. Au Japon, de manière générale, disons. Donc là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et normalement, j'espère que le film va sortir en France aussi en novembre, parce que la hype est colossale. Et moi, ça m'a grave donné envie. Et j'ai hâte de voir la grosse bande-annonce pour comprendre un peu ce qui se passe dans ce film. Et dans les annonces peut-être un peu moins intéressantes, c'est un nouveau film Longlegs qui est prévu. Apparemment, Osgood Perkins sera de retour, Nicolas Cage sera de retour. Ça sera pas une suite, vu ce qui s'est passé dans Longlegs, mais ça sera sur le personnage de Longlegs, et ça sera peut-être un prequel, peut-être un truc qui va raconter plusieurs histoires et tout. Moi, je suis pas un énorme fan de Longlegs, je trouve que ça va en réalité, mais j'aimerais bien revoir Nicolas Cage dans le rôle. Je sais pas comment ils vont le faire, je sais pas ce que ça va donner. Et c'est un film Paramount cette fois-ci, ils ont changé de studio, donc Paramount, ils ont dû racheter les droits. Je suis curieux, pas un énorme fan tout de même, mais intéressé voir ce qu'ils vont faire avec, parce que le personnage était quand même assez unique, même si j'ai pas adoré le film. Dan Stevens rejoint le casting de Dexter Résurrection. Je ne capte pas comment ça se fait que Dexter Résurrection a autant d'argent pour à chaque fois avoir un casting assez fou. La saison 2, c'est Brian Cox, Uma Thurman de retour, Dan Stevens. C'est génial, moi j'adore. Pourtant, Résurrection, c'est pas la plus grande série de tous les temps, mais c'était très divertissant, très cool, j'ai vraiment passé un bon moment. Là, le casting, ils vont révéler encore plus de tueurs. Ça va être génial. Moi, j'adore Dan Stevens. Quand il fait l'horreur, des thrillers et tout, le mec est trop fort. Même quand il fait de l'action à la con, genre Godzilla, il est marrant. Il vole le show, c'est un super acteur. Donc, le voir dans Dexter, moi, je suis grave chaud et j'ai hâte de voir la saison 2 cette année, normalement. Jumanji 3 ou 4, ça dépend comment vous voulez l'appeler, si vous comptez celui avec Robin Williams. Mais ça s'appellera Open World. J'ai toujours pas vu le deuxième ou le troisième, peu importe comment vous voulez les compter. Je sais pas ce que ça va donner, ça m'intéresse pas. Là, c'est le jeu vidéo et le vrai monde. Je sais même pas si je vais aller voir ça. Non mais sans déconner, ça m'intéresse vraiment pas du tout, quoi. Peut-être j'irai pour les vues, pour les stats. On verra bien en fin d'année parce qu'il sort donc en décembre. Brady Corbett annonce que son prochain film, donc c'est le réalisateur de Brutalist et acteur évidemment, il a fait plein de films auparavant en tant qu'acteur, ça sera sur l'occulte, l'histoire de l'Amérique par rapport à ça avec Selena Gomez. Visiblement, ça c'est pas confirmé à 100%, ça sera un western occulte. Ça a l'air trop bien. Moi, franchement, un réalisateur comme ça qui fait un truc sur l'occulte aux États-Unis, ils ont beaucoup d'occulte et de mythes par rapport à ça, ça peut être qu'une bonne idée. Je ne pense pas que ça sera de la fantaisie, attention, mais je pense que ça va jouer sur ce truc entre la réalité, le mythe, entre les histoires qu'on se raconte, la manière dont on raconte des histoires. Je pense que ça peut être une très bonne chose et normalement le tournage devrait commencer ou en fin d'année ou l'année prochaine pour une sortie en 2028, quoi. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire parce que moi, de Brutalist, j'ai vraiment beaucoup aimé, quoi. Passenger a montré sa bande-annonce. Alors, c'est pas Passengers avec Chris Pratt et Jennifer Lawrence, c'est Passenger, un nouveau film d'horreur. Ça parle, d'après ce que j'ai compris, d'accidents routiers. C'est un peu la tagline. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui prennent la route tous les jours, mais il y en a beaucoup qui ne reviennent jamais à la maison, donc la tagline est déjà assez forte. Et la bande-annonce, franchement, un film d'horreur en voiture, ça donne envie. La bande-annonce est assez flippante, assez angoissante. Elle m'a pas mal intrigué, donc franchement, c'est l'un des films d'horreur que j'attends peut-être le plus, à voir si c'est pas juste une foire au jumpscare, mais en tout cas, l'ambiance qu'a instauré cette bande-annonce, je la trouve vraiment très réussie. Le biopic de Snoop Dogg est confirmé, ça sortira bel et bien l'année prochaine, le tournage devrait commencer, et c'est aussi confirmé que ce sera R-rated, donc violent, gros mots, drogue, sexe, tout ça, et pourquoi pas, c'est logique, c'est Snoop Dogg, et je pense que ça peut être intéressant s'ils font un truc vraiment assumé par rapport à ça. Val Kilmer est de retour en intelligence artificielle, je l'ai déjà évoqué en début de semaine, si je dis pas de bêtises. On a la bande-annonce.
Et force est de constater qu'en fait, la bande-annonce, ça va. Visuellement, les plans qu'ils ont pris, oui, c'est pas parfait, on reconnaît que c'est l'ordinateur, que c'est Val Kilmer qui est décédé évidemment, mais en vrai, tu me dis que c'est un film posthume et qu'ils ont fait quelques modifications CGI pour le rajeunir ou je sais pas quoi, en vrai, moi j'y crois. Donc là, Val Kilmer en IA, le problème, c'est que ça passe quoi. Ça passe pas parfaitement, attention, parce que ça se voit que c'est l'IA et tout, mais quand tu sais que le mec il est mort, bah ouais, ça passe en réalité, donc c'est un peu flippant. Et ça a l'air pas trop mal comme film aussi, c'est ça qui me fait un peu chier. Et c'est ce que je disais en vidéo, en Rage Bait il y a quelques semaines, c'est qu'en fait c'est trop chiant que l'IA, ça ira à partir d'un moment quoi. Ça va bien le faire, ça va passer. Et surtout, moi, ce qui me dérange, c'est que le mec est mort, quoi. Même si sa famille est d'accord, c'est lui qui aurait dû donner son accord. Je sais pas si lui l'a donné, j'ai pas trouvé d'informations par rapport à ça. Mais sa famille a donné son accord et je trouve ça un petit peu étrange. Mais encore une fois, le film a l'air pas mal du tout. Il peut être divertissant, ça a pas l'air d'être trop Uncanny Valley non plus. Ce Val Kilmer en IA, donc on va voir ce que ça va donner dans le monde. On va voir ce que ça va donner comme réception, ce genre de projet, avec un Val Kilmer qui va peut-être jouer éternellement. Ouais, je sais pas quoi en penser pour l'instant, on verra. Moi, personnellement, je suis pas fan. Moi, je pense que les gens qui sont morts, on devrait les garder morts et c'est ok. Mais là, le fait qu'ils reviennent, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient beaux, enfin jeune, il doit avoir la cinquantaine dans le projet, et qu'ils soient dans une œuvre comme ça, aussi stylisée et qui a l'air pas mal du tout, ça fait chier parce qu'il y a moyen que j'aime le film en réalité. Et ça me fait un petit peu chier quoi. Killing Satoshi, c'est un film qui est réalisé par Doug Liman avec Casey Affleck et plein d'autres acteurs, qui devait coûter 300 millions de dollars apparemment, mais avec l'IA, va coûter uniquement 70 millions. Ils ont tout tourné, ou presque, dans un gros studio où il n'y a pas vraiment de travail de lumière, il n'y a pas vraiment, mis à part les costumes et les acteurs, autre chose, quoi. Il n'y a rien. Vous voyez l'image ici, il n'y a rien. C'est juste un vieux décor comme ça, c'est un gros studio, et c'est tout. Et ils vont tout faire avec de l'IA générative. Rendez-vous compte de ça, hein, tout. Ils vont passer de 300 millions à 70 millions. Peut-être c'est juste une manière de faire un peu de marketing et de dire au studio « Ah, donnez-moi de l'argent, je vais faire des films ». Mais ça ressemble à ça. Et tout le tournage ressemble à ça. Qu'est-ce que ça va donner? Je n'en sais rien. Mais bon, c'est la nouvelle ère d'Hollywood et la nouvelle ère du cinéma. Vous pensez ce que vous voulez, mais ça devient un petit peu inquiétant. Moi, si tous mes films sont faits comme ça, avec juste de l'IA générative balancée par-dessus, vous allez me dire, bah c'est juste Avatar, en fait. Avatar, après, c'est pas l'IA générative pour l'instant. On verra bien. Mais là, ils ont tout fait en mode IA générative. Ça va être particulier comme projet. Si on parle de projet, c'est Sean Baker qui a annoncé son prochain film. Alors on le sait déjà, hein, c'est une sorte de comédie italienne, voilà, inspirée des comédies un peu sexy, sexuelles surtout, des années 60-70 en Italie. Et ça sortira donc l'année prochaine, c'est confirmé. Le mec vient de gagner 4 Oscars, ou 3, je sais même plus, mais bref, il a gagné plein d'Oscars. Pour moi, il méritait les Oscars d'ailleurs, mais j'ai hâte de voir son prochain film parce que j'ai vu tous ses films ou presque et j'ai quasiment tout aimé, donc j'ai hâte de voir ce qu'il va faire par la suite. Young Sherlock a été renouvelé pour une saison 2. J'ai pas vu la première saison pour le coup, mais pour les fans, ça a été renouvelé. Il y aura une deuxième saison et il y aura aussi une 5e saison de From qui sera donc la dernière saison de From. Et oui, pour les fans, il faut savoir que From revient la semaine prochaine et qu'il y aura une dernière saison de conclusion. Et la bande-annonce, c'est Netflix de Ladies First qui est sorti avec Sacha Baron Cohen et Rosamund Pike qui raconte l'histoire d'un mec un peu macho, insupportable, patriarcal, tout ça, qui se réveille dans un monde où les femmes dominent, donc les rôles sont inversés et ça a l'air à chier. Je vous jure, ça a l'air à chier. Ça a l'air horrible, une catastrophe, ça donne pas du tout envie, ça a l'air tellement naze déjà le concept, mais même l'exécution, c'est juste Sacha Baron Cohen qui fait de la merde. Il faudra parler du downfall de Sacha Baron Cohen. Tiens, je vais noter, je vais en faire une vidéo parce que là, c'est plus possible. L'âge de glace sera bel et bien de retour. Ça s'appelle donc Boiling Point. Ça, on le savait déjà, mais ça a été annoncé pour une date de février 2027. Le studio, évidemment, a fermé il y a quelques années. C'est Disney qui a repris la licence. Je sais pas quoi en penser, moi je suis la ramasse sur l'âge de glace. Le premier m'a marqué, hein, comme beaucoup de personnes, c'est purement ma génération. C'est un film de cette époque qui a vraiment changé la jeunesse de beaucoup d'enfants par rapport à leur culture cinéma. Mais de manière générale, après les films, je les ai pas tous vus, je sais pas ce que ça donne, mais une suite est bel et bien prévue pour les fans. Dog Stars, le prochain film de Ridley Scott, s'est affiché avec plein d'images, mais aussi une bande-annonce. Et c'est un film post-apocalyptique. Tu sais pas trop s'il y a des zombies ou si c'est juste des gens un peu fous. Mais voilà, c'est une histoire post-apocalyptique, mélancolique, avec beaucoup d'action, un côté un peu sombre. Je vois pourquoi c'est Paul Mescal à la base qui devait jouer le rôle de Jacob Elordi, parce qu'il y a vraiment cette impression que c'est un mec un peu triste, qui en veut à la vie, qui en veut au monde, qui va rencontrer plein de gens comme Josh Brolin, qui lui est très content dans ce monde post-apo. Ça a l'air pas mal. Après, moi, Ridley Scott, j'aime beaucoup. Moi, je vais gober tout ce qu'il va faire. Tout dépend du scénario. Pour moi, c'est toujours pas Ridley Scott en termes de réalisation. Le mec est trop fort. Il lui faut juste un bon scénario. Là, ça datait d'un bouquin. C'est le scénariste a fait son taf. Ça peut être pas mal du tout. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que c'est Ridley Scott. Et visuellement, il y a quand même une patte, il y a une esthétique, il y a un truc, tu vois, qui a déjà des idées de mise en scène. Le mec est fort. Donc, on verra là, normalement, en août, quand ça sortira. Infinity Vision a été annoncé. Alors, Infinity Vision, c'est trop marrant parce que c'est une sorte de certification et de site web que va mettre en place Marvel Studios
pour permettre à tout le monde de savoir comment regarder Avengers Endgame, parce que Endgame ressort là en septembre avec des scènes coupées, des bonus. Alors les scènes coupées, des bonus, on nous a déjà fait le coup à l'époque de sa sortie originale, avec des scènes en CGI pas terminées, ce genre de conneries, donc moi je miserai pas là-dessus. Cependant, Infinity Vision, c'est une manière de dire au grand public et aux spectateurs de cinéma, regardez, voici la meilleure manière de voir votre film. Donc c'est pour créer une sorte d'attente premium, c'est-à-dire voici, il y aura en IMAX, il y aura peut-être en Dolby Vision, ce genre de truc. Donc ça va pousser les gens à consommer des formats premium et à rendre le cinéma encore plus événementiel. C'est pour éviter les séances classiques de cinéma, voilà, en scope en général, ce genre de truc, mais d'aller chercher ces séances spécifiques qui rapportent plus d'argent premièrement, mais qui surtout créent un événement où les gens y vont, ils dépensent plein de thunes sur les popcorn, sur la bouffe, sur voilà, la place en elle-même. Donc c'est une manière de vraiment événementialiser le cinéma. Moi je suis pas fan de ce genre de concept, mais ça va exister. Je sais pas si en France, mais en tout cas aux États-Unis, ça va arriver. Et si on parle de Disney, c'est aussi Mandalorian et Grogu qui s'est montré avec une dernière bande-annonce normalement. Le film sort dans quelques semaines. Ça sera visiblement le film Star Wars qui va le moins bien marcher de l'histoire de Star Wars, moins que Solo visiblement. La bande-annonce, honnêtement, ça donne pas envie, hein. Je suis désolé, ça a l'air ok sans plus. On va se dire ok c'est sympa, on va passer à autre chose et on va tous oublier l'existence de ce film. Je sais pas quoi vous dire mis à part ça. On verra quand le film sortira, mais moi ça me donne pas spécialement envie avec cette nouvelle bande-annonce. The White Lotus saison 4 a commencé son tournage dans le sud de la France et c'est marrant parce que ça va se passer durant le Festival de Cannes. Ce qui est rigolo parce que le Festival de Cannes, c'est là, dans un mois, je sais, j'y serai. Mais en tout cas voilà, ça va tourner dans le sud de la France, à Paris aussi et durant le Festival de Cannes. Et ça a l'air, ouais, sympathique, pourquoi pas. Je pense que c'est une bonne idée, je pense qu'on va se régaler avec The White Lotus version française, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que j'aime beaucoup The White Lotus, oui les 3 saisons qui sont sorties, donc j'ai hâte de aussi voir cette nouvelle expérience, surtout en France. Destination finale, du coup 7, a une date de sortie, c'est pour mai 2028, et c'est tard, je pensais pas attendre 3 ans entre chaque destination finale, je pensais qu'ils allaient en sortir un par an, limite comme un Scream par exemple, mais non, c'est tous les 3 ans pour l'instant, ça sera en mai 2028, donc pour les fans de destination finale, voilà, un nouveau sortira bientôt. Gladys a été officialisé, c'est bon, le prequel / spin-off de Weapons sur Tante Gladys sortira en septembre 2028, non pas réalisé par Zach Rager, je crois qu'il n'y a pas de réalisateur pour l'instant, c'est lui qui coécrit le scénario avec son ami, mais pour l'instant, oui, c'est confirmé pour une date de sortie dans un peu plus de 2 ans, quoi. Donc voilà, pour les fans de Gladys et de Weapons, il y aura un film sur elle, c'est confirmé. Et Zach Rager, lui, il bosse, non pas sur Resident Evil, ça c'est plus ou moins fini, ça sort là en septembre normalement, mais il bosse sur The Flood. The Flood, c'est un nouveau film d'horreur de science-fiction qui devait sortir là-bas sur Netflix, mais Netflix lui ont dit, bah ok, bah tu sors le film sur la plateforme, il a dit non, je le sortirai en salle, et il sortira côté Warner en 2028, en août, cette fois-ci, encore une fois, comme Weapons. Et Zach Rager, monsieur, il fait un film tous les 1 an et demi. Le mec est super productif. Et même si moi j'ai des problèmes avec Weapons, franchement, en termes de mise en scène, moi j'ai rien à dire, quoi. C'est un mec qui a tellement un talent fou que j'ai envie de voir plus de films de lui, quoi. Nous avons une sortie officielle au cinéma pour Egon's Conquest. Il y avait des doutes. Est-ce qu'ils allaient faire une série? Est-ce qu'ils allaient faire un film? C'est bon, ils vont faire un film. Encore une fois, Egon's Conquest, normalement, c'est juste un mec qui prend un dragon et qui soumet tout le monde à l'esclavage dans Westeros. J'exagère quand je dis esclavage, mais il gagne comme ça, quoi, grosso modo. Tout le monde dit ça, moi je sais pas, j'ai pas lu le bouquin, j'en sais rien. Donc peut-être un format cinéma, c'est la chose la plus adaptée, et surtout voir Game of Thrones sur grand écran, avec des effets spéciaux de grand écran, sur une énorme toile et tout, là je me dis ouais, pourquoi pas, ça peut être vraiment divertissant. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ils ont pas de date, ils ont dit ça va être un film, on sait pas quand, peut-être 27, 28, 29... On n'en sait rien, mais ça va se faire au cinéma, en tout cas, ça c'est sûr. Nous avons un casting officiel pour La Chasse de Gollum, qui sortira en décembre 2027. Donc nous avons Ian McKellen qui est de retour en Gandalf, Kate Winslet au casting, Leo Woodall aussi, Lee Pace de retour en Thranduil, j'adore parce que Lee Pace est un super acteur, je suis très content de son comeback là qu'il a depuis quelques années suite à Foundation, Elijah Wood qui est de retour aussi en Frodon, et Jamie Dornan qui joue Strider, donc Aragorn. C'était évident que Viggo Mortensen n'allait jamais revenir parce que c'est pas son genre de film, de projet, et il était beaucoup trop vieux pour le personnage, et c'est Jamie Dornan qui va le remplacer. Alors c'est marrant parce qu'ils ont pas mis Aragorn, ils ont mis Strider. Je pense que c'est aussi un moyen de se différencier donc de Viggo Mortensen, mais il joue le même personnage, quoi. Il joue Strider, il joue Aragorn. Et Jamie, écoutez, je pense qu'il a la tête de l'emploi, je pense qu'il a aussi le talent. Par contre, il lui manque un truc assez unique, c'est le charisme en réalité. Je veux dire, Viggo Mortensen, moi c'est mon acteur préféré, j'ai vu quasiment tous les films avec lui et tous ses films à lui. J'adore ce mec, je trouve que c'est un mec absolument génial, mais Jamie Dornan, il a pas de charisme en réalité. J'ai pas vu un seul rôle où il a du charisme. Au contraire, c'est le fait qu'il ait pas de charisme qui le rend intéressant dans beaucoup de rôles. Donc là, le voir jouer Aragorn,
Je sais pas ce que ça va donner. Mais encore une fois, si Andy Serkis, qui n'a jamais fait un bon film, parce qu'Andy Serkis, on parle de lui, on l'adore en tant qu'acteur, motion capture et en tant qu'acteur tout court, mais je veux dire en termes de réalisation, en termes de scénario, le mec n'a pas fait un bon film. Donc pourquoi est-ce que là, La Chasse de Gollum serait un bon film? Je n'en sais rien, honnêtement, j'y crois pas une seule seconde à ce projet. Ça va être cool de retourner dans la Terre du Milieu, en Nouvelle-Zélande, tout ça, why not? Ça va être bien, ça j'en doute pas. Mais franchement, en termes de projet casse-gueule, de projet inintéressant, en termes d'équipe qui travaille dessus, alors les acteurs c'est cool, sauf peut-être celui-ci, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais franchement, le reste, ça donne pas vraiment envie à voir. Peut-être les bandes annonces vont m'en convaincre, peut-être je vais changer d'avis, je l'espère. Moi, j'aimerais bien aimer tous les films. Jamie Dornan en Aragorn, encore une fois, je le vois physiquement. En termes d'acting, je le vois pas du tout pour le coup. Mais encore une fois, si Andy Serkis l'a choisi, c'est que ça doit être un bon choix pour la vision qu'Andy Serkis a de cet Aragorn-là, de cette époque très précise. Donc à voir ce que ça va donner. Encore une fois, bénéfice du doute, j'aimerais croire que ça va être bien. Mais évidemment, il va jamais remplacer Viggo. Mais le monde du cinéma, de l'art, c'est que plusieurs personnes jouent plusieurs rôles. Il ne faut pas être attaché à qu'une seule icône d'un rôle. Vous pouvez préférer Viggo pour toujours, il n'y a pas de souci. Mais c'est aussi bien de tenter différentes choses, différentes versions, parce que c'est le but de l'art aussi, de réinterpréter, de réadapter. Et c'est ça qui me fait plaisir aussi, c'est qu'il se soit quand même cantonné à choisir quelqu'un d'autre plutôt que essayer de convaincre Viggo ou l'exclure de l'histoire. Et je pense que ça, en soi, c'est une bonne chose pour l'art de manière générale. Le film, pour l'art, est-ce que c'est intéressant ? Je ne pense pas. Sincèrement, je ne pense pas du tout. Men of Tomorrow a ajouté au casting Adria Arjona. On ne sait pas qui va jouer. Est-ce qu'il va jouer Wonder Woman? Est-ce qu'il va jouer Maxima? Mais en tout cas, le casting est officialisé et le tournage du film va commencer la semaine prochaine pour une sortie dans 1 an et demi. Avec évidemment James Gunn à la réal et au scénario. J'ai hâte de voir ce que ça va donner et l'état du DCU post-Supergirl. Panic Carefully, le prochain projet de Sam Esmail que vous connaissez pour Mr. Robot, Leave the World Behind. Il a quitté Netflix, il va chez la Warner pour son prochain film avec Elizabeth Olsen, Julia Roberts. C'est un film qui sera en IMAX numérique en 1.43 l'intégralité du projet. C'est-à-dire qu'il y a Nolan qui sort là son film en IMAX 70 mm intégralement en IMAX 70 mm, donc ce sera en 1.43 tout le long du projet sans problème, et là ce sera le premier film en numérique, donc pas en pellicule, en IMAX 1.43 tout le long du film aussi, à voir ce que ça va donner. Moi j'aime bien le réalisateur qui a fait Mr. Robot, Leave the World Behind, beaucoup moins fan, mais je pense que c'est encore une fois une manière pour le cinéma de dire, écoutez, maintenant on fait des films pour l'IMAX, ça devient des événements, allez-y en IMAX, mais bon, il n'y a qu'une seule salle 1.43 en France, il y en a une en Belgique, il y en a une à Londres. Bon, c'est compliqué, juste avoir accès à l'1.43, c'est un défi pour la très très grande majorité des gens qui vont au cinéma. Evil Dead Wrath est confirmé pour 2027. Evil Dead Burn sort là cette année bientôt. La bande-annonce devrait d'ailleurs bientôt sortir. Donc il y a 2 films Evil Dead qui vont sortir à 1 an d'écart, à voir ce que ça va donner. Le prequel à Oceans, vous savez, Oceans 11, 12, 13, tout ça, sortira bel et bien en 2027. Il n'y a toujours pas de réalisateur, mais ce sera avec Bradley Cooper, Margot Robbie, durant un Grand Prix de Monaco. Moi, j'attends de voir qui réalise et qui écrit. À la base, c'était Lee Isaac-Chung qui avait réalisé Twisters, que j'avais pour le coup bien apprécié. Là, Soderbergh ne sera pas de la partie, donc je suis très curieux de savoir qui ils vont trouver pour réaliser. Est-ce que c'est Bradley Cooper qui va réaliser? On verra bien. Euphoria cartonne, hein, pour le coup, c'est 44% plus d'audience que le démarrage de la saison 2, donc c'est 8,5 millions de téléspectateurs aux États-Unis sur les 3 premiers jours, c'est un véritable carton. Moi je pense que pour l'instant c'est mérité, je pense que le premier épisode était très très bien, je sais pas si je ferai la critique semaine par semaine encore une fois, mais je pense que pour l'instant c'est mérité. Jeanne d'Arc de Baz Luhrmann sortira bel et bien en 2028, ce sera avec Isla Johnson, Ayla je crois on dit, si je dis pas de bêtises, mais en tout cas ça va sortir, ça va être tourné en Australie, bah chez lui, Baz Luhrmann est australien, il va tourner ça chez lui. Ne vous attendez pas à un Jeanne d'Arc fidèle, biopic, je sais pas quoi. Pour moi, il faut voir ça comme une sorte de Roméo plus Juliette, mais sur Jeanne d'Arc, comme il avait fait à l'époque. Allez pas chercher réalité historique, je sais pas quoi. Non, il va se faire kiffer, et puis basta, c'est tout. C'est Baz Luhrmann, ne faites pas vos choux-fins là en mode « Oh, Jeanne d'Arc et tout », non. Le mec, il prend Jeanne d'Arc parce que ça le fait kiffer, il va faire un truc, on sait même pas c'est à quelle époque, ça serait un bordel musical comme d'habitude. Moi j'aime bien, hein, mais juste pour vous dire, ça sera pas un biopic historique sérieux, ça sera un truc musical, peut-être même contemporain, on n'en sait rien, de Baz Luhrmann, donc attention à ça. En termes de jeux vidéo, il y a pas mal d'annonces que j'ai bien aimées, dont l'annonce de Metro 2039. Moi, Metro, je les ai tous faits, j'adore l'ambiance, et l'ambiance qu'ils ont montré avec du gameplay, un trailer cinématique et tout, a l'air vraiment bien. Pour le coup, c'est le retour un peu des factions nazies, le retour des trucs un peu plus psychédéliques, et ça a l'air vraiment très intéressant de ce point de vue-là. Moi, j'aime beaucoup les développeurs, déçu par Exodus, qui pour moi était un peu trop bordélique à cause de l'open world. Là, ça a l'air d'être un retour un peu à un open world, semi-open world, à voir ce que ça va donner, mais j'ai hâte de voir le projet et il m'intrigue. Donc ça sortira normalement à l'hiver, donc l'hiver prochain, ou peut-être en toute fin d'année, mais ça m'étonnerait, donc ça sera dans 1 an à peu près. Assassin's Creed Black Flag Resynced sortira le 9 juillet. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je pense que je vais le tenter l'été, jouer un petit peu à jeu
par pure nostalgie, ça peut être très cool. Et c'est marrant, mais le jeu James Bond First Light aura un générique chanté par un chanteur connu. Dans ce cas-là, c'est une chanteuse, c'est Lana Del Rey. Donc il y aura bel et bien ce générique à la James Bond. Et j'ai hâte d'y jouer. Franchement, ça a l'air très cool comme jeu. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je suis très curieux de voir dans quelle direction le jeu va aller et l'univers de James Bond, surtout qui va être un peu ressuscité avec le jeu, avec le film dans 2 ans. Très curieux de voir si le jeu sera bien. Je pense que j'y jouerai en stream et on en parlera. Voici les actualités de la semaine. Deuxième vidéo, vous avez vu, il y a eu beaucoup d'actualités cette semaine. On refera une autre vidéo actualité, je pense, mardi. Je sais pas si j'ai fait Euphoria ou peut-être cette vidéo sur Sacha Baron Cohen, parce que j'ai écrit plein de trucs sur Sacha Baron Cohen depuis genre des mois. À chaque fois, il fait des bêtises, des conneries, des films un peu gaze et tout. Donc j'ai hâte de voir tout ça, sur quoi je vais bosser et les vidéos que je vais sortir. Mais évidemment, on parlera de tout ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des actualités. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, les vidéos sont disponibles en mode podcast aussi, mais j'ai aussi un compte Instagram, TikTok, Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.